Bienvenue sur Arte, sur France Musique. Je suis très heureuse de vous retrouver en direct de la folle journée de Nantes pour ce grand concert de clôture de cette 32e édition. La folle journée de Nantes qui a depuis toujours cette ambition, faire circuler la musique, la libérer de ses frontières. Et cette année, cette idée de circulation, eh bien, elle trouve un écho tout particulier puisque le festival nous invite à suivre le cours des fleuves. Des fleuves qui traversent les territoires, les siècles, qui relient les peuples, transportent les mémoires et nourrissent nos imaginaires. Depuis toujours, les compositeurs se sont d'ailleurs laissés inspirer par ces courants, tantôt tumultueux, tantôt paisibles. Et leur musique devient voyage, récit, traversée. Et puis les fleuves font bien évidemment aussi voyager les artistes jusqu'ici. À Nantes, ce soir, ils vont nous entraîner à travers ces continents, ces époques et ces cultures. Le Quatuor Psophos, les pianistes Etsuko Hirose et Ariel Beck, la soprano Camille Poul ou encore l'Orchestre national des Pays de la Loire placé sous la direction de Sacha Goetzel. Et pour ouvrir cette grande traversée musicale, c'est l'American Spiritual Ensemble que nous accueillons. Un ensemble vocal qui fait vivre la tradition des Negro Spirituals, qui est par ailleurs à l'origine du gospel. Une tradition née aux États-Unis, parmi les esclaves noirs, dans les champs de coton situés sur les rives du Mississippi. Look out for me, oh muddy water. Your mysteries are deep and wide, and I got a need for going someplace, and I got a need to climb up on your back and ride. You can look for me when you see me coming. I may be running, I don't know, and I may be tired and running fever, but I'll be headed south for the mouth of the Ohio. So look out for me, oh muddy water. Your mysteries are deep and wide, and I got a need for going someplace, and I got a need to climb up on your back and ride. Look out for me, look out for me, oh muddy water. Oh muddy water. Your mysteries are deep and wide, and I got a need for going someplace, and I got a need to climb up on your back and ride. Look out for me, look out for me, oh muddy water. Oh muddy water. Your
Et le ton est donné pour ce concert de clôture ici avec l'American Spiritual Ensemble dirigé par Gerald Cunningham Fleming qui interprétait donc ces Negro Spirituals nés sur les rives du Mississippi. Nous allons en savoir plus dans un instant avec l'un des membres de l'ensemble. Voilà donc qui donnait le coup d'envoi de ce concert de clôture de la 32e édition de ce festival, de ce grand festival avec cette thématique des fleuves. Aujourd'hui, je vais bien tout de suite accueillir John Wesley Wright. Hi and congratulations. Oh, thank you so much. Merci beaucoup. The Mississippi appears again and again in these songs. What does it symbolize? Le Mississippi apparaît à de nombreuses reprises dans les chants que vous avez interprétés à l'instant. Qu'est-ce que cela représente? Well, yes, Eh bien, vous savez, nous sommes ravis d'être ici au Festival de la Folle Journée de Nantes pour représenter justement le fleuve Mississippi. Eh bien, dans ces chants, nous venons de chanter un chant qui s'intitule Muddy Water, qui vient de la comédie musicale Big River. Et là, nous parlons vraiment de Huckleberry Finn et les aventures de Huckleberry Finn. Vous savez, c'est le grand classique de la littérature américaine, le livre de Mark Twain. Et voilà d'où vient ce morceau. The Mississippi has a double symbolic meaning. What can you tell us about it? Oh my goodness. Vous m'avez expliqué, quand on a un petit peu discuté ensemble dans les coulisses, que le Mississippi avait justement une double symbolique en quelque sorte. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Oui, en effet, lorsque l'on pense au fleuve Mississippi du point de vue historique, on peut dire que c'est le fleuve libérateur, mais c'est aussi le grand oppresseur. Pourquoi? Eh bien, dans la partie nord du fleuve Mississippi, il y avait des opportunités dans les villes dans lesquelles les esclaves pouvaient s'échapper, dans le nord des États-Unis donc. Mais en même temps, on n'avait pas envie d'être vendu et devoir descendre le fleuve Mississippi parce que ça voulait dire que l'on était vendu dans des plantations. Thank you so much, John, for being there with us. On va poursuivre ce concert après le Mississippi, cap sur la Russie, où la Volga, elle aussi, a inspiré de nombreux chants populaires. Parmi eux, le célèbre chant des bateliers de la Volga. C'est un chant qu'on retrouve au cœur d'une œuvre rare que nous allons, certainement pour la plupart d'entre nous, découvrir ou peut-être redécouvrir. Le quintet pour piano et cordes de la compositrice et pianiste autrichienne Maria Bach. À la croisée du romantisme finissant et du symbolisme, de l'impressionnisme, excusez-moi, ce quintet se nourrit également de musique populaire. Vous allez l'entendre. Ce chant de batelier apparaît sous la forme d'une série de variations. On accueille tout de suite, vous le voyez, la pianiste Etsuko Hirose et le quatuor Sophos.
Le deuxième mouvement de ce quintet avec piano Volga de cette compositrice et pianiste autrichienne Maria Bach, qui a été active dans les années 1920-1930 avant de tomber dans l'oubli et d'être redécouverte au XXe siècle. Une œuvre, j'en suis sûre que vous découvrez pour la plupart d'entre vous qui nous suivez ici en direct à la Folle Journée. Un quintet redécouvert en partie et notamment grâce au quatuor Psophos. Je vais y arriver, Psophos, c'est pourtant simple à dire. Non, pas simple à dire. Alors, beaucoup plus simple, en tout cas, que Maria Bach, dont on entend peu parler. Comment l'avez-vous redécouverte? Écoutez, c'est une découverte grâce à Itsuko Hirose. Quand nous avons cherché à faire le programme pour monter ce thème autour du thème des fleuves, on est tombé sous le charme de cette musique qui est magnifique, post-romantique, une femme assez remarquable et on a été ravis de la mettre à l'honneur. Mais en quoi c'est une femme remarquable, justement? C'est une femme remarquable parce qu'elle était violoniste, pianiste, compositrice et peintre. Voilà, je trouve que c'est assez remarquable d'avoir tous ces atouts artistiques. Ça fait pas mal de qualité, voilà. Effectivement. Eh bien, on va passer déjà à la suite de ce concert. Merci beaucoup, Cécile Grassi, et bravo pour votre prestation. On va poursuivre ce concert avec de la musique vocale, avec le lead Auf dem Wasser zu singen, chanté sur l'eau, composé par Franz Schubert, où l'image de l'eau devient une méditation du temps et sur la fragilité de l'existence. Et puis, Clara Schumann nous emmènera ensuite sur les bords du Rhin avec la légende de la Lorelei, cette nymphe à la voix envoûtante qui, depuis son rocher surplombant le fleuve, fait échouer les marins tombés sous son charme. On va pour cela accueillir la soprano Camille Poul et au piano Jean-Paul Prunat. Freude, so schimmer der Wellen, Freude, die Seele,
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig ist der Rhein. Der Gipfel des Meeres funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste junge Frau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer, dem kleinen Schiffer, ergreift es mit wildem Ball. Schaut nur die kalten Riffe, schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende schippern kann. Und das hat mit jedem Singen den ohne Neue getan. Und das hat mit jedem Singen die Lorelei getan. La nymphe envoûtante dit Lorelei de Clara Schumann, donc, que nous venons d'entendre à l'instant avec Camille Poul et Jean-Paul Prunat. Finalement, cette thématique des fleuves, elle inonde, on va dire, le répertoire de la musique classique, notamment le répertoire pianistique. Etsuko Hirose et puis Jean-Paul Prunat, bienvenue, rejoignez-nous. Les fleuves ont toujours inspiré les compositeurs. Comment expliquer justement que ce thème-là, à travers les époques, à travers les cultures, il est omniprésent, si je puis dire. C'est vrai. On pense tout de suite à Franz Liszt qui a énormément utilisé les effets aquatiques pianistiques dans ses œuvres, notamment dans ses jeux dans la Villa d'Est, Saint-François de Paul, Le Marchand sur les flots, ou encore Venezia et Napoli que je viens de jouer dans mon récital L'auteur des canaux de Venise. Et après, il y a d'autres compositeurs qui ont suivi, comme Bizet qui a écrit Les Chants du Rhin, Ravel avec ses jeux d'eau. Il y a plein de compositeurs qui ont été inspirés par les fleuves, par l'eau tout simplement. Jean-Paul Prunat. Oui. C'est à vous. Merci. Oui, en effet, c'est un thème qui a toujours... Je pense que le thème de l'eau, en général, a toujours énormément inspiré les compositeurs, et en particulier les compositeurs pour le piano. C'est vrai que c'est un médium compliqué, parce que c'est un instrument à percussion, donc il faut vraiment mentir le mieux possible pour faire croire. Mais en général, on a des partitions. C'est pour le compositeur que c'est vraiment un défi de trouver des effets instrumentaux qui rendent la sensation de l'eau. Après, c'est à nous de coordonner nos corps pour faire sonner ça le mieux possible. Mais au-delà de l'instrument à percussion, il y a aussi un instrument où les notes, c'est impossible de couler comme de l'eau en quelque sorte. Vous êtes obligé de passer d'une note à l'autre. Comment est-ce que vous faites pour créer cette illusion en quelque sorte? Je pense que c'est vraiment une histoire de coordination entre les doigts et les pieds. La pédale vraiment joue un rôle important. Il faut à la fois trouver le moyen de mouiller le son, mais sans noyer complètement les harmonies et les chemins mélodiques. Et c'est vrai qu'à travers les époques, les moyens que les compositeurs et les compositrices ont trouvés pour rendre l'eau sont très différents. Et en plus, Schubert n'avait pas un piano moderne, donc comment il le faisait sur un piano forte ou un piano plus ancien, c'est une recherche passionnante de toute une vie. C'est une évolution que vous avez constatée vous aussi? Oui, c'est sûr. Après, pour les pianistes, c'est vraiment un travail à vie pour faire oublier que c'est un instrument percussif, parce qu'on aimerait bien chanter, on aimerait en créer des vagues. Donc, oui, c'est tout un travail.
Enfin, par exemple, pour faire les vagues, il faut vraiment un jeu fondu pour faire fondre les notes, sans trop articuler chaque note. Pour les sentiments de l'eau, il faut un jeu perlé, avec une sonorité lumineuse, claire. Donc c'est tout un travail. Il y a encore quelque chose qui n'a pas été fait à propos de cette thématique au piano, Jean-Paul Prenat? Je pense qu'on a vraiment déjà un très large répertoire à explorer, mais jusqu'à Berriot, il y a eu des expériences aquatiques ou sur les éléments en général. Et je pense que les compositeurs et tristes aujourd'hui doivent s'atteler à ce thème pour nous. Ah, on en parlera certainement plus tard, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Merci beaucoup à tous les deux et encore bravo pour votre prestation. On va accueillir celle à côté de qui vous étiez sur scène, Camille Poul, la soprano, qui est juste là pour venir aussi nous dire quelques mots, parce que la voix, on en parle, la voix. Il y a, bonsoir Camille, bonsoir. Le souffle qui coule, qui traverse tout votre corps, un petit peu à l'image de l'eau qui nous traverse. Venez plus proche de moi. Pardon. Je vous en prie. Oui, alors on est extrêmement inspirés, nous les chanteurs, par tout ce qui est liquide, par la fluidité. Et effectivement, souvent on pense à ça, un ruisseau qui coule, pour ne pas nous obstruer dans ce qu'on chante quand on a énormément de textes à dire et qu'on garde ce fil intérieur. C'est vrai qu'on utilise très souvent l'image du souffle et parfois elle correspond de façon un peu tempétueuse, ce qui est le cas du lied de Clara Schumann, qui est une sorte de fleuve qui est parti pour être furieux en 3 minutes top chrono. Ou une eau plus paisible comme celle qui est évoquée tout au long du lied de Schubert. Donc effectivement, de celui qu'on vient de faire, l'eau c'est un élément qui, globalement les chanteurs, on passe notre temps à travailler avec des images, à avoir notre évocation intérieure qui doit être fertile, jubilatoire et un peu délirante presque. Donc en effet, l'eau en fait partie. Mais quand je chante Loreley, je mets un peu de feu aussi. De feu, et on l'a entendu effectivement, parce que ces sirènes, ces nymphes, la Loreley notamment, ces figures féminines liées à l'eau, elles sont souvent associées à une image, comment je dirais, de séduction, de danger. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des visions peut-être plus... de bonnes visions? Des bonnes visions, oui, voilà. Il y en a, heureusement, il y en a. C'est vrai que la Loreley, c'est ce personnage négatif, mais sublime de beauté. Et qui avec va une voix envoûter sublime, avec ses longs cheveux d'or et cette voix merveilleuse et blâme exactement comme les sirènes dans l'Odyssée, hein, ça c'est exactement la même chose. Heureusement il y en a des bonnes. Alors c'est vrai que dans la période romantique, et souvent quand même on aime bien créer du drame, donc si elles sont trop bonnes, on va pas forcément très loin dans la théâtralité, mais il y a le personnage de Roussalka qui pour le coup est vraiment une ondine bonne et amoureuse et positive, et qui chante, quand elle chante sa chanson à la lune, elle est juvénile, ingénue, naïve, amoureuse, quoi. Donc oui, elle est positive. Heureusement, il y en a. Heureusement, bien sûr, il y en a. Et quand on vous a proposé ce thème de construire un programme, pourquoi vous êtes-vous, Camille, tournée vers ces compositeurs-là plus précisément? Alors moi, ça m'a tout de suite ultra inspirée, cette thématique, parce que on a construit un récital avec Jean-Paul autour de Ophélie, donc qui n'est pas encore, qui n'est peut-être jamais une nymphe, mais qui est le fantôme des eaux par la force des choses. Il y a vraiment des musiques divines qui ont été composées, et ce qui est très intéressant aussi avec la Loreley, c'est pareil, c'est que c'est des thématiques romantiques super utilisées qui ont passionné les compositeurs et les poètes, et donc avec un même texte, on a plusieurs écrits. Et qui révèle l'âme des compositeurs, et comment eux ils s'emparent de cette histoire, et cette diversité autour d'un même thème, elle est passionnante, elle est fascinante. Qu'est-ce que je peux dire encore sur ce... Non, c'est vraiment une thématique qui, pour le coup, ouvre une possibilité de répertoire assez infinie. Il a même fallu trancher et enlever des choses pour que ça tienne dans les bons timings. Non, c'est vraiment, je trouve, une super belle thématique. Et pour la voix, effectivement, le romantisme a, 'pléthore d'inspiration en rapport avec l'eau.
et les nymphes des eaux. Et de quoi faire encore énormément d'autres récitals. Camille, on compte sur vous, peut-être même avec orchestre, pourquoi pas. Alors là, ouais, avec plaisir. Il y aurait plein de choses. Comme quoi, vous pensez à quoi, tiens? Je réfléchis rapidement. Je pense qu'il y a moyen d'aller... il faudrait que je... Non, je pense qu'il y a... je pense surtout à de l'opéra, en fait, plutôt. Mais l'air de Roussalka, par exemple, typiquement, c'est... On a fait cette version avec piano, mais avec orchestre, il y a encore autre chose. Parce que justement, la liquidité, c'est moche comme mot, mais l'ambiance de l'eau, de l'univers est tellement développée. Et c'est 1000 couleurs et ça se miroite sous l'eau, au-dessus de l'eau. Quand le personnage, il y a vraiment les deux univers, c'est... Ouais, super inspirant. Et c'est ça qui est merveilleux avec ce programme, ce concert de clôture de la 32e édition, c'est que l'orchestre vient de monter en scène. Merci beaucoup Camille. Vous allez rester près de moi, tiens, pour l'écouter. Ah bon, d'accord. L'Orchestre national des Pays de la Loire avec le Rhin. Fleuve emblématique de l'espace germanique qui a occupé une place singulière dans la vie de Robert Schumann, que ce soit du niveau de l'inspiration, le paysage familier, mais aussi il fut le témoin d'un drame intime. Robert Schumann, à un moment de grave crise psychique, s'est jeté dans le Rhin. Il a été sauvé et interné peu après. Il a presque totalement cessé de composer par la suite. Alors ce fleuve a dès lors pris une dimension symbolique assez forte, celle de la frontière entre l'élan créateur et l'effondrement intérieur. Son concerto pour piano qui nous attend dans un instant appartient, lui, à une période de stabilité et d'intense créativité. Il a été composé une dizaine d'années avant ce drame. On est loin ici, vous allez l'entendre, du concerto virtuose à l'heure à la mode. Schumann privilégie ici un échange fluide, continu, presque organique entre le piano et l'orchestre. Le piano ne domine pas, il circule au cœur de la texture orchestrale. Alors sans jamais décrire le Rhin de manière littérale, ce concerto semble néanmoins en partager l'esprit. Écoutez donc le premier mouvement de l'un des plus beaux concertos pour piano du répertoire, dans l'interprétation inspirée d'Ariel Beck, pianiste de 17 ans et schumannienne dans l'âme.
Je ne vous avais pas menti, le premier mouvement de l'un des plus beaux concertos pour piano du répertoire, celui de Robert Schumann, interprété par l'Orchestre national des Pays de la Loire, Sacha Goetzel à la direction, et puis cette jeune pianiste qui vient tout juste de fêter ses 17 ans, Ariel Beck, dont la précocité, le talent ont déjà été récompensés. C'était en 2018, premier Grand Prix au concours international Jeune Chopin, présidé par, s'il vous plaît, Martha Argerich, qui la suit depuis. Bravo Ariel Beck pour cette interprétation. Un compositeur, Robert Schumann, qui vous tient particulièrement à cœur, dont vous parlez régulièrement. Vous parlez de lui comme d'un compositeur du mouvement intérieur. Alors on s'intéresse beaucoup dans ce concert à la thématique du fleuve. Est-ce que vous voyez un lien entre son écriture très fluide, très organique, et cette idée de fleuve justement? Je dirais que la musique de Schumann, c'est toujours une musique qui vient directement du cœur, mais c'est une musique qui transcende, mais directement, je veux dire, on sent qu'il y a une fulgurance dans l'écriture de Schumann. Il écrivait très très vite, l'humoreste qu'il a écrite en quelques jours. Donc c'est vrai que quand on interprète Schumann, il y a quelque chose d'improvisé qui est de l'ordre aussi de la fluidité de l'eau, aussi évidemment. C'est ça qui vous a attiré chez lui spontanément, Ariel Beck? Alors, je dirais non, c'est plutôt le fait que c'est un compositeur de l'enfance. C'est plutôt ça qui me rend quelque part assez nostalgique dans la musique de Schumann. C'est un compositeur que j'entendais énormément petite et que c'est l'un des premiers morceaux que j'ai joué de Schumann. En musique, c'était Schumann justement. Et donc oui, Schumann, pour moi, c'est un compositeur de l'enfance. C'est un compositeur qui a composé pour les enfants, mais des œuvres qui se jouent en concert. Donc c'est rare quand même dans la musique. Et il y en a quelques-uns, on pourrait penser à Debussy ou à d'autres compositeurs, oui, effectivement, mais qui font de la musique Prokofiev aussi, absolument sublime, à destination à l'origine du jeune public, mais qu'on se délecte d'entendre. Ariel, vous êtes pianiste, mais vous écrivez aussi de la musique, vous êtes compositrice, notamment sur un disque que vous venez de sortir. Il y a l'une de vos pièces. Sur un thème de Schumann, justement. Voilà, oui, on y revient à Schumann. Mais si vous deviez composer une œuvre sur cette thématique du fleuve, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Est-ce que ce serait, je ne sais pas moi, un fleuve irréel, imaginaire, ou un fleuve schumannien plus intérieur, ou je ne sais pas moi, peut-être la Loire qui coule à quelques mètres de nous? Il y a tellement d'états de l'eau qu'il y en a autant de figuralisme au piano, enfin, instrumentalement parlant. Les techniques de jeu permettent énormément de choses. Et donc les figuralismes liés à l'eau, il y en a plein, des fontaines élégantes, des jeux d'eau à la Villa d'Este, au gros fleuve, à la Moldao. Mais vous, que feriez-vous? Moi, qu'est-ce que je ferais? Je partirais peut-être d'un petit leitmotiv, et puis une sorte d'un motif, d'une fausse boucle, parce que c'est vrai, quand on regarde un fleuve, on a l'impression qu'il y a une infinité, une boucle qui se répète à l'infini, mais en réalité c'est un renouvellement, donc c'est une fausse répétition, et donc peut-être tourner d'une boucle qui se déplace petit à petit et qui change complètement vers la fin. Par exemple, et puis jouer sur les textures de jeu, de pédales, voilà. Voilà, la nature au cœur de la musique, et j'espère qu'on aura l'occasion d'écouter cette œuvre très prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Ariel. Et on va poursuivre toujours au cœur de la nature avec Waldweben, les murmures de la forêt de Richard Wagner, extrait de l'opéra Siegfried, troisième volet du Ring, que nous écoutons ici bien sûr. Nous retrouvons l'Orchestre national des Pays de la Loire et Sacha Goetzel à la direction pour cette œuvre, l'une des plus poétiques de Richard Wagner, où grâce à une écriture très fine des bois des cordes, la musique se fait l'écho d'un monde vivant que le héros apprend peu à peu à écouter. Vraiment, dans l'histoire, Wagner suspend l'action à ce moment-là, car chez Wagner, la nature n'est jamais un simple décor. Elle est à la fois protectrice, dangereuse, mais elle est souvent liée à des moments de révélation intérieure. Écoutez.
Et nous terminons ce programme avec la Moldau, le plus long fleuve de la République tchèque, Bedřich Smetana à la composition, l'une des pages symphoniques les plus célèbres du répertoire pour clôturer cette 32e édition.
L'Orchestre national des Pays de la Loire et son directeur musical, le chef d'orchestre viennois Sacha Götzl, qui achève ce concert avec la Moldau de Bedřich Smetana. La Moldau qui fait partie du cycle Ma patrie, une vaste fresque musicale qui illustre l'histoire, les paysages, l'identité de la Bohème. Et Smetana suit le fleuve depuis sa source naissante à son élargissement progressif jusqu'à l'arrivée solennelle à Prague. Et cette Moldau qui est bien plus qu'une évocation pittoresque puisqu'elle porte une vision à la fois poétique mais aussi politique, celle d'un fleuve qui relie la nature, les peuples et l'histoire et qui demeure aujourd'hui encore l'un des grands symboles du romantisme national tchèque. Voilà donc qui termine ce concert de cette 32e édition de la Folle Journée de Nantes, ici en direct sur Arte et sur France Musique. Nous avons voyagé, vogué, je pourrais dire, sur le Mississippi, également la Volga avec cette œuvre rare de Maria Bach, le Rhin avec Clara et Robert Schumann. Vous pouvez bien sûr revivre cette traverser, revoir ce concert et d'autres concerts de ce festival d'ailleurs et d'autres musiques encore sur arte.tv. On se retrouve très bientôt, je l'espère. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Arte et sur France Musique. J'ai hâte de vous retrouver. N'hésitez pas à aller refaire un tour sur arte.tv pour revoir ce concert avec cette thématique des fleuves. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tchuss, à très bientôt.